Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 22e journée du top 14. Et on commence par le premier match, à savoir Toulouse qui recevait Castres au stadium de Toulouse. Bon, c'est encore un match où le stade toulousain s'est baladé. En vérité, les Castris ils ont tenu que 10 minutes, d'ailleurs les 10 premières elles sont plutôt à leur avantage, et c'est comme ça qu'ils prennent le score assez rapidement par une pénalité de Matt Cava. Mais bon, après Toulouse s'est réveillé, et puis là, il n'y avait plus match. La défense castraise était aux abois. Franchement, je les ai rarement vus autant dominés et autant fébriles sur la réorganisation défensive. Et ça, combiné avec la force collective et individuelle des Toulousains, ça fait que dès qu'il y avait un peu de jeu, il n'y avait pas d'adversaire pour le Stade Toulousain. J'ai pas l'impression qu'ils aient trop forcé, en fait, les Hauts-Gaoronnais. Dès qu'il y avait une petite brèche, avec la qualité individuelle, il passait et il marquait. Mais j'ai l'impression d'avoir quand même vu un manque d'implication de la part des joueurs du CO parce que, comme je disais, en défense, je les ai rarement vus aussi troués sur un match. Alors oui, c'est Toulouse en face, mais quand même. Sur les sets d'Aroc, je suis désolé, le Bel, il fait ce qu'il veut. Avec ses crochets, en plus, c'est difficile de l'attraper. Donc avec une défense qui n'est pas aussi efficace que d'habitude, c'était trop facile pour lui. Enfin bref, le Stade Toulousain fonce vers la première place et la demi-finale directe. On passe au multiplex et on va commencer par Vannes qui recevait Toulon, un autre candidat à la demi-finale. Alors franchement, c'est un énorme exploit des Vannetais. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont à la fois été solides physiquement, face à une équipe de Toulon quand même qui est assez robuste, mais surtout mentalement. Alors c'était le gros défaut de Vannes, et c'est un peu normal vu que c'est leur première saison en top 14. Ils avaient tendance à craquer mentalement sur la fin, et sur les 15-20 dernières minutes de chaque match, ils explosaient. Et même s'ils n'ont pas pris les points en première mi-temps, oui, ça m'a agacé, mais bon, vu le résultat final, je m'en fiche. Ils ont su concrétiser en fait le peu d'actions qu'ils avaient. Par soit un essai, soit au bout de la X tentative, ils prenaient les points et la Fage empilait. De plus, en défense, je les ai trouvés très agressifs. Il y a vraiment plusieurs plaquages de Seili, de Nakossi et d'autres joueurs qui ont vraiment perturbé en fait les lancements offensifs des Toulonnais. Ils se trouvaient pas, ces derniers, avec notamment un Marius Domon en 10, où malheureusement c'est pas son poste et j'ai pas compris pourquoi il a été aligné. Et aussi la force mentale des Vannetais, elle s'est illustrée avec donc les 5 dernières minutes où Toulon a plus de possession et pouvait aller enlever le bonus offensif aux Vannetais, mais les Vannetais n'ont pas craqué, ils ont réussi à défendre jusqu'à la dernière seconde, et au final, ils ont gardé ce précieux point dans la lutte pour le maintien. Un autre club qui joue son maintien, c'était l'USAP qui se déplaçait à Montpellier. Bon, à l'inverse d'autres matchs, celui-là n'était pas très intéressant. Franchement, c'était une bouillie de rugby. On a eu le droit à une grosse bataille devant, mais j'ai trouvé moins stratégique que d'autres matchs dont je reparlerai plus tard. Globalement, les deux équipes ne se dévoilaient pas trop. Les Montpelliérains, comme je l'avais dit, se sont appuyés sur des bases solides en fait. Une bonne défense, un jeu au pied efficace et une conquête qui globalement a tenu la route. De temps en temps, tu avais certains joueurs quand même des deux équipes qui voulaient tenter des choses, notamment Valentin Delpy et Jefferson Lee Joseph. Côté USAP ou côté Montpellier, il y avait Malmoustin ou Cobus Reinhardt. Mais à part ça, c'était un peu pauvre. Et puis bon, dans ce match, faut le dire, j'ai vu beaucoup d'approximations techniques. Entre des jeux au pied trouvés direct en touche, des passes mal assurées, des défenses qui, par moment, je ne sais pas pourquoi, étaient un peu dérégulées et donc laissaient des trous énormes. Enfin bref, c'était pas un match abouti, que ce soit pour l'une équipe ou pour l'autre. On continue le multi avec l'ASM qui recevait le Loup. Là pour le coup c'était un match très plaisant à regarder, même s'il n'y a pas eu de grandes envolées, les deux équipes se sont beaucoup engagées et c'est ça qui m'a plu. Globalement sur le match ils se sont rendus coup pour coup, notamment sur le jeu au sol, où c'est plus quand même l'ASM qui a dominé. Mais ce qui a fait vraiment la différence dans ce match, c'est le retour des vestiaires. Les Lyonnais ont eu une absence pendant ce match. Ils prennent un essai très tôt de Fischer. Ensuite, ils en marquent un qui va être refusé. Et ils en reprennent un derrière. Donc l'ASM fait un break. Et malheureusement, les Lyonnais, même s'ils ont un petit peu un retour en fin de seconde période, ils ne reviendront pas. Pourtant, c'est pas les occasions qui manquaient. Je trouve qu'ils ont quand même eu des touches qui étaient intéressantes dans le camp de Clermont et qui auraient pu amener à scorer. Mais ils ont eu un problème de réalisation. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y avait la place d'aller chercher au moins un point de bonus défensif. Bon, côté Clermont, cette fois-ci, ils ont fait un match beaucoup plus appliqué que les semaines précédentes, et notamment face à Toulon. Pour le coup, ils ont été assez réalistes, eux, dès qu'ils avaient une possession, ils scoraient, ou en tout cas ils étaient dans l'avancée. J'ai pas grand-chose à leur reprocher là-dessus. Par contre, qu'est-ce qu'ils aiment se rendre la tâche difficile. Alors oui, c'était un match engagé, comme je l'ai dit, mais quand Clermont a fait un break, ils auraient pu continuer d'accélérer, et remarquer un essai pour pourquoi pas même aller chercher un bonus offensif. Et non, au lieu de ça, ils reprennent un essai puis une interception qui franchement n'avait
pas lieu d'être. Et c'est dommage, parce que Clermont, je pense, n'arrivera jamais, d'ici la fin de la saison, à être tranquille sur une fin de match. Alors que pourtant, ils ont le potentiel. Mais ce qui a joué à leur faveur, c'est clairement le banc. Je trouve que des joueurs comme Bézi, Yato ou Thomas Seyt ont vraiment apporté dans leur domaine. Et c'est en partie grâce à ça que Clermont gagne. Enfin, le dernier match du multi, c'était l'Aviron Bayonnais qui recevait Pau. À la Real Arena de San Sebastian. Pareil, c'était un match assez tendu, mais moi j'ai trouvé intéressant à regarder. On avait deux équipes qui avaient à peu près le même niveau de jeu et les mêmes consignes surtout, avec des conditions vraiment dégueulasses comme il y a eu à San Sebastian, forcément ça jouait pas trop. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'à mon sens, c'est plutôt Pau qui a dominé. En tout cas, ils ont eu plus de possession que les Bayonnais. Les Bayonnais, eux, ont été plus pragmatiques dès qu'ils avaient le ballon, mais même sur les impacts, sur la dimension physique, j'ai trouvé les Palois plus en forme que les Bayonnais. Et ce qui a manqué en fait à Pau, c'est de la précision. En même temps, vu les conditions, c'était un peu logique, mais de temps en temps, il y avait des passes qui n'arrivaient pas alors qu'il y avait un décalage, ou un en avant, ou alors une interception qui venait tout gâcher. Et c'est dommage parce que s'il y avait ne serait-ce qu'une action qui serait allée au bout, Pau aurait fait match nul, voire mieux, avec une victoire. Le match du samedi soir, c'était l'UBB qui recevait La Rochelle. Bon, globalement, La Rochelle a fait le match parfait à l'extérieur. Ils ont tout simplement étouffé en fait les Bordelais avec une défense qui a été hyper robuste, hyper rude et qui était quasiment infranchissable. Ils ont aussi été intelligents dans leur style de jeu. Les conditions n'étaient pas top à Chaban, il y avait un ballon qui était très humide vu qu'il avait plu dans la journée. Donc eux, ils ne se sont pas embêtés. Ils ont fait du jeu au pied de pression et d'occupation de temps en temps, mais surtout de pression. Avec du coup beaucoup de joueurs qui venaient agresser les Bordelais à la retombée. De plus, la conquête a été très bonne, surtout la touche. Et donc avec ça, Bordeaux ne pouvait pas développer de jeu. D'ailleurs, ils n'ont pas trop joué sur les trois quarts, les Rochelais, et ça a été aussi une preuve d'intelligence, puisque c'était tellement compliqué que pourquoi s'embêter finalement. À part sur le de Noël, je vois pas une action de trois quarts de Rochelais. L'UBB, en fait, elle a fait tout l'inverse. Elle a voulu, comme d'habitude, jouer sur ses extérieurs avec sa ligne de trois quarts qu'on connaît. Mais sauf qu'avec cette défense hyper hermétique des Rochelais, c'était impossible. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup de ballons perdus, parce qu'ils se fatiguaient à attaquer, à aller chercher les extérieurs tout le temps. Et au final, il y avait toujours une faute. Je crois que c'est une dizaine d'en avant qui ont été commis par les Bordelais, et c'est clairement beaucoup trop face à un pack Rochelais qui était dominant. L'UBB, je pense, fait son pire match de la saison avant la demi-finale de Champions Cup. C'est pas très rassurant, mais bon, sait-on jamais, peut-être qu'ils peuvent embêter les Toulousains. Et enfin, le match du dimanche soir, c'était le Racing qui recevait le Stade Français. Bon, c'était un match très plaisant parce que il y avait pas de défense, c'était open bar. En premier temps, le Stade Français était sérieux et appliqué, donc il mène logiquement. Et puis en seconde, ils ont fait n'importe quoi, ils ont totalement explosé en plein vol. Franchement, dès la première seconde de la deuxième mi-temps, le Stade Français n'était plus sur le terrain. Le Racing marque assez rapidement au retour des vestiaires, et après c'était fini, ils en ont marqué je ne sais pas combien en seconde période. En plus, ils ont commencé à faire n'importe quoi. Offensivement, t'avais des joueurs qui étaient hyper mal placés, hyper mal organisés, et en défense, que dire, en fait, je ne comprends pas comment une équipe qui s'est appuyée sur la défense l'an dernier pour construire sa victoire est aussi perdu aujourd'hui, alors que c'est toujours le même entraîneur qui s'occupe de la défense. Là, il y a des essais, notamment celui de Ficou, par exemple, ou celui de Spring. Franchement, ils doivent jamais les marquer. Et puis le Racing, dès qu'ils reprennent un peu de confiance, dès qu'ils commencent à jouer, ils sont quand même des joueurs de qualité, même s'ils font une mauvaise saison. Donc ils ont pris confiance, ils ont joué, et ils ont juste roulé sur cette équipe parisienne. Et ce que j'aime trop avec ce championnat, c'est que le Racing va se retrouver à jouer le top 6 en cette fin de saison, alors qu'ils font une saison pourrie, et le Stade Français, à l'inverse, très compliqué pour eux, le match à Perpignan va être très décisif. On passe maintenant au top et au flop. En top, je vais commencer par Maxime Baudonne sur ce match Racing Stade Français. Je l'ai trouvé en fait très impliqué dans la victoire du Racing, il était partout sur le terrain, que ce soit offensivement ou défensivement, et surtout c'est un atout précieux en touche, et on sait que le Racing maintenant a retrouvé des couleurs dans ce domaine, et c'est en partie pour ça qu'il gagne des matchs. Je vais continuer avec Lenny Nouchi. Dans un match où le combat était de mise, lui, il a clairement tiré son épingle du jeu, où il a été partout en défense surtout, et même offensivement, sur les quelques percussions qu'il a fait, je l'ai trouvé assez dynamique, assez incisif. Et le dernier top, c'est Aliveretti Raka. Dans son rôle, je l'ai trouvé très bon. Déjà, il marque 2 essais grâce à sa vitesse et à sa puissance. Mais au-delà de ça, en fait, chaque ballon qu'il a touché, c'était danger dans la défense de Lyon. Et puis, pour une fois, il n'a pas été si mauvais que ça en défense. Sa seule erreur que j'ai trouvée, c'est sur l'interception de Regard, où il ne communique pas avec Newsom, et donc Regard file à l'essai. Mais à part ça, je l'ai trouvé assez bon, et c'est assez rare pour le souligner. En flop, maintenant,
Je vais être un peu sévère et un peu méchant, mais je vais mettre Matt Cava, le numéro 10 castré. Pour son premier match en top 14, je l'ai trouvé pas très bon. Mais en fait, c'est juste à l'image de son équipe, et comme lui, on le voit un peu plus vu qu'il est 10, je le mets lui. Et c'est un peu trop sévère. J'ai trouvé pas très bon en couverture, et puis dans le jeu, Castres était tellement dominé qu'en fait, on l'a pas vu. On continue avec Jefferson Poirot. Pour sa 250e avec l'UBB, malheureusement, il a raté son match. Il a été pénalisé en mêlée plusieurs fois, même si Antonio l'a été aussi. Il prend un carton jaune plus qu'évitable, et en fait, il a l'image du pack bordelais qui a été dominé. Et enfin, le dernier flop, c'est Marius Daumont. Je comprends pas pourquoi il a été aligné en 10, c'est clairement pas son poste, et surtout qu'il y avait Paolo Garbici. Et ça se sentait que dans la communication et dans l'organisation du jeu, il y était pas, et forcément c'est pas son poste en fait. Donc je le mets lui, mais en vrai c'est plutôt le staff toulonnais que je mets. Au niveau du classement, alors on a Toulouse qui s'envole. Je pense que Toulouse est officiellement qualifié pour les demi-finales. Toulon et l'UBB, c'est un coup d'arrêt pour eux. Et en bas, comme je le disais, le Racing revient à hauteur, et ça c'est assez énorme. Et pour les pronos de la prochaine journée, on a d'abord Castres qui reçoit Clermont, et je pense que les Castrés vont gagner Clermont, mais Clermont devrait empocher un bonus défensif s'ils sont précis. Lyon reçoit Pau, et pour moi ça va être une victoire lyonnaise vu que Pau n'a plus grand chose à jouer en cette fin de championnat. Le Racing reçoit Bayonne, et avec la bonne forme du Racing, je les vois faire une deuxième victoire à l'Arena d'affilée. Vannes reçoit La Rochelle, c'est un match hyper dur à parier. Je vous conseille d'ailleurs d'aller mater la rediff du live de Fièvre SR où j'étais invité, où j'explique pourquoi c'est un match assez dur. Je vais dire La Rochelle, mais d'une courte tête. Perpignan reçoit le Stade Français, et pour moi ça va être Perpignan qui va gagner, et je me demande même s'ils vont pas gagner avec bonus offensif, tellement le Stade Français ne propose rien. De plus, ils ont perdu Léo Barré pour un mois il me semble, donc ça va être très compliqué de produire du jeu sans lui. Toulon reçoit Toulouse pour ce qui est le choc de cette 23e journée, et pour moi, Toulon va gagner Toulouse qui devrait avoir déjà beaucoup de blessés et remanier un peu son effet. Et enfin, Montpellier reçoit l'UBB. Il faut que l'UBB se réveille s'ils veulent aller chercher la deuxième place, et c'est pour ça que je les vois les gagner à Montpellier, mais pareil, d'une courte tête. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, écrire un commentaire et mettre un like. C'était Bourrichon, ciao ciao.